San Diego, Californie, 1000 ans under, un an subsiste. Un homme de 83 ans est mort seul dans un hôpital, oublié par le monde qu'il avait autrefois appelé génie. Son nom était Royal Raymond Rife. Son crime? Avoir découvert une fréquence qui détruisait les cellules cancéreuses sans toucher aux cellules saines. Son châtiment, voir son laboratoire détruit, ses recherches brûlées et son nom ruiné jusqu'à devenir un fantôme de l'histoire médicale. Mais avant de mourir, Rife a laissé quelque chose, des enregistrements, des notes, des lettres envoyées à des personnes qui ont juré de garder le silence jusqu'à ce que le monde soit prêt à entendre. Ce que tu vas entendre n'est pas dans les livres de médecine, ça n'y apparaît pas dans les universités. On ne lui enseigne pas aux médecins. Parce que si on le faisait, une industrie de milliers de milliards de dollars s'effondrerait en une génération. En 1934, 16 personnes diagnostiquées d'un cancer terminal ont été traitées avec la machine de Rife. 90 jours plus tard, 14 étaient complètement guéris. Les 2 autres ont guéri dans les semaines suivantes. Taux de réussite, 100%. Que s'est-il passé ensuite? L'Association médicale américaine a envoyé des avocats. Les laboratoires ont été perquisitionnés. Les microscopes ont été détruits. Les documents brûlés. Et les médecins qui ont participé à l'étude ont été menacés jusqu'à ce qu'ils nient tout ce qu'ils avaient vu. Ce que tu vas écouter, c'est la voix d'un homme que le système a tenté d'effacer. Voici ses paroles, reconstruites à partir des fragments qui ont survécu. Si elles sont arrivées jusqu'à toi, c'est parce que quelque chose en toi sait déjà que la médecine ne t'a pas dit toute la vérité, que ton corps est plus que de la chimie, que la maladie n'était pas ce qu'on t'y a raconté, et que la guérison a toujours été plus proche que tu ne l'imaginais. Je m'appelle Royal Raymond Rife, et voici l'histoire qu'on ne m'a pas laissé raconter. Je suis né en 1888, au Nebraska, à une époque où l'électricité était encore de la magie pour la plupart. Dès l'enfance, j'ai su que je voyais le monde autrement, pas mieux. Autrement. Pendant que les autres enfants jouaient, je démontais des horloges pour comprendre comment elles fonctionnaient. Pendant que les autres regardaient le ciel, moi je regardais les gouttes d'eau en me demandant ce qu'il y avait dedans que nous ne pouvions pas voir. Ma mère disait que j'étais né avec des yeux en plus, pas des yeux physiques, des yeux de l'Ussam, des yeux qui cherchaient l'Us invisible. Elle est morte quand j'avais 14 ans. Mais avant de partir, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Royal, le monde est rempli de choses que personne ne veut voir. Ton travail, c'est de les voir quand même. J'ai étudié à l'université Johns Hopkins, mais j'ai vite compris que les universités n'étaient pas conçues pour des esprits comme le mien. Elles n'enseignaient pas à questionner, elles enseignaient à répéter. Elles ne formaient pas des découvreurs, elles formaient des obéissants. Alors, j'ai pris mon propre chemin. Je me suis spécialisé en optique, en microbiologie, en ingénierie électrique. Pas parce que je voulais des diplômes, parce que j'avais besoin d'outils pour voir ce que personne d'autre ne pouvait voir. Pendant des années, j'ai travaillé en silence. J'ai construit des microscopes qui dépassaient tout ce qui existait. Les microscopes conventionnels de l'époque grossissaient jusqu'à 2100. Le mien est monté à 60. Mais ce n'était pas seulement un grossissement, c'était plus profond. Mon microscope pouvait observer des organismes vivants sans les tuer, sans les colorer, sans détruire ce que tu voulais étudier. Tu comprends ce que ça signifiait? Pour la première fois dans l'histoire, un être humain pouvait voir des virus vivants en action. Il pouvait observer comment ils bougeaient, comment ils se nourrissaient, comment ils envahissaient les cellules. La médecine de mon époque ne croyait même pas que les virus existaient. Ils étaient trop petits pour leurs instruments. Pour eux, ce qu'ils ne pouvaient pas voir n'était tout simplement pas réel. Je me souviens de la première fois où j'ai vu un virus du cancer bouger sous mon microscope. C'était en mine. Mes mains tremblaient. Pas de peur, d'émerveillement. Il était là, nageant dans le tissu malade, se multipliant, dévorant. Et la médecine officielle disait que ça n'existait pas, que le cancer était un mystère sans cause connue. Mais moi, je le voyais de mes propres yeux, vivant, réel, identifiable. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'ai marché dans mon laboratoire jusqu'à l'aube, en pensant à ce que j'avais découvert. Si je pouvais voir le virus, je pouvais l'étudier. Si je pouvais l'étudier, je pouvais trouver sa faiblesse. Et si je trouvais sa faiblesse, je pouvais le détruire. Pas avec des poisons qui tuent aussi le patient, pas avec des chirurgies qui mutilent le corps, avec quelque chose de plus élégant, plus précis, plus aligné avec les lois de l'univers. Cette nuit-là est née l'idée qui allait tout changer et qui finalement allait me détruire. J'avais lu Nikola Tesla et son obsession des fréquences. Tesla disait que si tu voulais comprendre l'univers, tu devais penser en termes d'énergie, de fréquence
et de vibrations. Moi, je le fais vérifier de mes propres yeux. Chaque organisme sous mon microscope vibrait différemment. Chaque bactérie avait sa propre signature. Chaque virus avait sa propre fréquence. Comme des empreintes digitales invisibles. Et alors je me suis posé une question que personne ne s'était posée avant. Si chaque organisme a une fréquence spécifique, que se passerait-il si je trouvais la fréquence exacte qui le détruit? Pas une fréquence générale, une fréquence précise, comme un chanteur d'opéra qui brise un verre de cristal avec la note exacte. Le verre se brise, mais tout le reste reste intact. J'ai passé les 3 années suivantes à chercher cette fréquence. Je ai testé des milliers de combinaisons. Je ai échoué des centaines de fois. Mais chaque échec me rapprochait. Chaque erreur m'eût enseigné quelque chose. Et un après-midi de 1934, alors que je réglais les cadrans de mon générateur de fréquences, l'impossible est arrivé. Le virus sous le microscope a explosé. Il ne m'était pas mort lentement. Il ne s'était pas affaibli. Il a explosé. Comme si une bombe invisible le savait frapper. Et les cellules saines autour restaient intactes, parfaites, vivantes. Seul le virus avait été détruit. Je suis resté à regarder pendant des heures. Je répétais l'expérience encore et encore. Toujours le même résultat. La bonne fréquence détruisait l'organisme malade sans toucher à rien d'autre. J'avais trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie. La clé qui ouvrait la porte d'une nouvelle médecine. Une médecine sans effet secondaire, sans poison, sans douleur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette même clé ouvrirait aussi la porte de ma destruction. Parce qu'il y a des découvertes que le monde applaudit. Et il y a des découvertes que le monde ne peut pas permettre. La mienne était de la seconde catégorie. Dans le prochain fragment, je te raconterai ce qui s'est passé quand j'ai présenté ma découverte à la communauté médicale. Et pourquoi la nuit la plus glorieuse de ma vie est devenue le début de mon cauchemar. Je n'y oublierai jamais la date, le 20 novembre. Ce jour-là, 44 des médecins les plus respectés des États-Unis se sont réunis lors d'un dîner en mon honneur. Ils l'ont appelé la fin de toutes les maladies. Ils ont porté un toast à ma santé. Ils m'ont appelé l'homme qui changerait l'histoire de la médecine. Les journaux ont publié des titres qui, aujourd'hui, ressemblent à de la science-fiction. Un scientifique de San Diego découvre la guérison du cancer. J'ai été euphorique, naïf. Je croyais que le monde accueillerait ma découverte à bras ouverts. Je croyais que les hôpitaux adopteraient ma technologie en quelques mois, que des millions de personnes cesseraient de souffrir, que l'humanité ferait un bond en avant. Je ne comprenais pas encore comment le monde fonctionnait réellement. Les premiers mois furent prometteurs. L'Université de Californie du Sud a créé un comité spécial pour étudier mon travail. Des médecins prestigieux visitaient mon laboratoire. Certains pleuraient quand ils voyaient les virus sous le microscope. D'autres restaient silencieux pendant des heures, en traitant ce que leurs yeux leur montraient, mais leur esprit refusait d'accepter. Le docteur Milbank Johnson est devenu mon plus grand allié. C'était un homme respecté, avec des connexions dans les plus hauts cercles de la médecine américaine. C'est lui qui a organisé l'essai clinique qui allait tout changer. Une nuit, alors que nous révisions les protocoles, il m'a dit « Royal, si ça marche comme je crois que ça va marcher, la médecine ne sera plus jamais la même. Le monde se souviendra de toi, comme de l'IFOM qui a vaincu le cancer. » Je lui ai répondu que je ne cherchais pas à être mémorisé. Je cherchais seulement à ce que les gens cessent de souffrir inutilement. Il a souri et il m'a dit quelque chose que je ne comprenais pas alors. C'était précisément pour ça qu'ils vont essayer de te détruire. L'essai a commencé au printemps. 16 patients diagnostiqués d'un cancer terminal. Tous avaient été abandonnés par la médecine conventionnelle. Tous avaient reçu la même sentence. Rentrez chez vous, mettez vos affaires en ordre. Il vous reste quelques semaines à vivre. Pour eux, mon traitement n'était pas une option expérimentale. C'était le dernier espoir. Nous les avons traités dans une clinique à Scripps Ranch, près de San Diego. La procédure était simple. Le patient s'asseyait face à ma machine pendant 3 minutes, tous les 3 jours. Sans douleur, sans aiguille, sans effet secondaire. Juste des fréquences précises, dirigées pour détruire les organismes envahisseurs. Les premières semaines, il n'y eut pas de changement visible. Certains patients se décourageaient. Certains médecins commençaient à douter. Mais moi je savais qu'il fallait attendre. La guérison n'était pas un événement, c'est un processus. Le corps a besoin de temps pour reconstruire ce que la maladie a détruit. Au jour 45, le premier patient montra une amélioration significative. Sa tumeur avait réduit de moitié. Au jour 60, 3 autres patients rapportaient des changements similaires. Au jour 70, les analyses de sang montrèrent quelque chose que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Les marqueurs du cancer disparaissaient. Pas que ils diminuaient, ils disparaissaient.
Le jour 90 fut le jour qui changea ma vie pour toujours. Le comité médical s'est réuni pour évaluer les résultats finaux. J'étais nerveux, mais confiant. Je t'avais tout documenté méticuleusement. Photos des tumeurs, avant et après. Analyse de laboratoire. Témoignages des patients. Rapport des médecins participants. Quand j'ai présenté les résultats, la salle est devenue silencieuse. 14 des 16 patients étaient complètement guéris. Leur cancer avait disparu sans laisser de traces. Les 2 autres montraient des améliorations dramatiques et guériraient complètement dans les semaines suivantes. Taux de réussite finale, le docteur Johnson s'est levé et m'a serré dans ses bras devant tout le monde. Il avait des larmes dans les yeux. « C'est réel », a-t-il dit, la voix brisée. C'était absolument réel. Nous venons d'assister au moment le plus important de l'histoire de la médecine. Cette nuit-là, nous avons célébré, nous avons porté des toasts, nous avons fait des plans pour étendre les essais, pour construire plus de machines, pour porter le traitement dans des hôpitaux de tout le pays. Nous avons parlé d'un futur où le cancer serait aussi traitable qu'un rhume, où personne n'aurait à mourir d'une maladie qui avait déjà une guérison. Mais pendant que nous célébrions, quelque chose bougeait dans l'ombre, quelque chose que je ne pouvais voir avec aucun de mes microscopes. Quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel virus. L'idéavidité humaine, le pouvoir de l'Is-Argent. Et la peur d'une industrie qui voyait son empire de milliers de milliards de dollars vaciller face à un homme, une machine et une vérité qu'il ne pouvait pas contrôler. Je ne le savais pas alors, mais cette nuit de célébration serait la dernière nuit de paix de ma vie. Parce qu'il y a quelque chose de plus dangereux que le cancer. C'est guérir le cancer quand trop de gens gagnent de l'argent avec lui. Dans le prochain fragment, je te raconterai ce qui s'est passé quand le pouvoir a essayé de m'acheter et pourquoi la décision que j'ai prise cette nuit-là a scellé mon destin pour toujours. Je veux que tu comprennes qui étaient ces 16 personnes. Ce n'étaient pas des chiffres dans une étude. Ce n'étaient pas des statistiques pour un rapport médical. C'étaient des êtres humains, abandonnés par un système qui jurait de les protéger. Des mères qui ne verraient pas leurs enfants grandir. Des pères qui ne conduiraient pas leurs filles à l'hôtel. Des grands-parents qui ne connaîtraient pas leurs petits-enfants. Tous condamnés à mort par une médecine qui disait n'avoir plus d'options. Le premier à arriver s'est appelé Henry. Il avait 62 ans et une tumeur à l'estomac de la taille d'une orange. Les chirurgiens avaient ouvert son abdomen, l'avaient vu et l'avaient refermé sans rien faire. Trop grosse, ont-ils dit, trop avancée. Inopérable. On lui donna 6 semaines à vivre et on lui recommanda de faire ses adieux à sa famille. Quand Henry est entré pour la première fois dans mon laboratoire, il pouvait à peine marcher. Sa peau avait cette couleur grisâtre que j'avais vue chez tant de patients en phase terminale. Ses yeux étaient éteints, pas par la douleur physique, par quelque chose de pire. L'absence totale d'espoir. Il m'eut regardé et il m'eut dit, tu une voix faible, « Docteur Riff, je ne viens pas chercher des miracles. Je viens seulement parce que ma femme m'y a supplié d'essayer. Je ai déjà accepté que je vais mourir. » Je lui ai répondu quelque chose que je répéterai à chacun des 16. Je ne vous demande pas de croire en ma machine. Je vous demande seulement de donner à votre corps une chance de se rappeler comment guérir. Le traitement dit Henry a commencé le lendemain. 3 minutes face au générateur de fréquences, sans douleur, sans aiguille, sans nausée. Quand la première séance s'est terminée, il m'a demandé si c'était tout. Je lui ai dit que oui. Il m'a regardé avec un mélange de confusion et de scepticisme. 3 minutes. Et ça va guérir ce que les meilleurs chirurgiens du pays n'ont pas pu toucher? Je lui ai répondu, le temps ne détermine pas l'efficacité. La précision, oui. La deuxième patiente était Margaret Henderson, 43 ans. Un cancer du sein qui s'était étendu aux ganglions lymphatiques. Elle avait subi 2 mastectomies, 4 séries de radiations et des traitements expérimentaux qui l'avaient laissée plus faible que la maladie elle-même. Ses cheveux étaient tombés, ses ongles étaient noirs. Elle vomissait tout ce que elle mangeait. La médecine l'avait torturée au nom de la sauver, et pourtant le cancer continuait d'avancer. Le troisième était William Chen, un immigré chinois de 51 ans, avec un cancer du poumon. Il n'avait jamais fumé une cigarette de sa vie. Il travaillait dans une blanchisserie 12 heures par jour pour envoyer de l'argent à sa famille à Canton. Quand on lui a annoncé le diagnostic, il n'a pas pleuré pour lui. Il a pleuré parce qu'il ne pourrait plus envoyer cet argent. Il m'a demandé s'il pouvait continuer à travailler pendant le traitement. Je lui ai dit que oui. Il ne m'a pas cru jusqu'à ce qu'il voie que c'était vrai. Je pourrais te raconter l'histoire de chacun des 16. Je pourrais décrire leur visage, leur peur, leurs derniers espoirs déposés dans une machine que le monde médical considérait comme du charlatanisme. Mais ce qui compte, c'est ce qui s'est passé ensuite. Les 3 premières semaines furent silencieuses. Les patients venaient.
recevaient leurs 3 minutes de fréquence et repartaient. Certains amélioraient leur appétit, 2 autres dormaient mieux. De petits changements qui pouvaient être une coïncidence ou un effet placebo. Les médecins du comité observaient avec prudence. Moi, je m'observais avec patience. La 4e semaine, tout a changé. Henry Timken est arrivé en marchant sans aide pour la première fois depuis des mois. Sa couleur s'était améliorée. Ses yeux avaient quelque chose que je n'avais pas vu avant, la vie. Il m'a dit qu'il avait mangé un steak entier la veille au soir, le premier aliment solide qu'il gardait depuis des semaines. Les analyses ont montré que la tumeur avait réduit de quart. Margaret Henderson a rapporté que la douleur constante dans sa poitrine avait disparu, pas diminué, disparu. Les radiographies ont confirmé que les ganglions enflés revenaient à une taille normale. William Chen est retourné travailler à plein temps. Sa toux chronique s'était arrêtée. Il respirait sans difficulté, pour la première fois depuis 1 an. Un par un, les 16 patients ont commencé à montrer des améliorations qui défiaient toute explication médicale conventionnelle. Les tumeurs réduisaient, les marqueurs du cancer disparaissaient, l'eusténergie revenait, la couleur revenait sur les visages, l'espoir renaissait dans les yeux. Au jour 90, le comité médical a réalisé les examens finaux. Des 16 patients ne montraient aucun signe de cancer, aucun. Leur corps était complètement net. Les 2 autres montraient des réductions dramatiques et guériraient complètement dans les semaines suivantes. Le docteur Couch, l'un des plus sceptiques du comité, m'a pris par le bras après avoir revu les résultats. Ses mains tremblaient. « Royal, m'a-t-il dit, ça fait 30 ans que je exerce la médecine. J'avais vu des milliers de patients atteints de cancer. Je ne sais jamais vu ça. Ça ne devrait pas être possible. Mais c'est là devant mes yeux. Je ne peux pas le nier. » Henry Timken a vécu 12 années de plus. Il est mort à 74 ans, de cause naturelle, entouré des petits-enfants qu'il ne pensait jamais connaître. Margaret Henderson a vu ses enfants obtenir leur diplôme à l'université. William Chen a envoyé de l'argent à sa famille jusqu'au dernier jour de sa vie. 16 personnes condamnées à mort, et personnes abandonnées par la médecine. 16 personnes guéries par une machine qui émettait des fréquences invisibles pendant 3 minutes, tous les 3 jours. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne connaît leur nom. Personne n'étudie leur cas dans les facultés de médecine. Personne ne mentionne l'essai de 1934 dans les livres d'oncologie, comme si ça ne m'avait jamais existé. Comme si 16 miracles documentés pouvaient être effacés de l'histoire avec assez d'argent et assez de pouvoir. Mais moi, je me souviens de chaque visage, de chaque nom, de chaque larme de gratitude. Et c'est pour ça que je continue de parler, même s'ils m'ont tout pris. Dans le prochain fragment, je te raconterai ce qui s'est passé quand les hommes en costume sont arrivés dans mon laboratoire avec une offre que je ne pouvais pas refuser. Et pourquoi la refuser a été la décision la plus importante et la plus coûteuse de ma vie. Ils sont arrivés un mardi d'octobre 1000. 3 hommes en costume sombre, avec des mallettes en cuir. Ils ne sont pas frappés. Ils sont entrés, comme si mon laboratoire leur appartenait. Celui qui semblait être le chef s'est présenté comme représentant de l'association médicale américaine. Les 2 autres n'y ont jamais donné leur nom. Ils observaient seulement, ils prenaient des notes. Ils mesuraient chaque recoin du laboratoire avec des yeux de prédateur. Le chef s'est assis face à moi sans demander la permission. Il a sorti un document de sa mallette et l'a fait glisser sur la table. « Dr. Rafe », a-t-il commencé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous venons vous faire une offre qui va changer votre vie. Mes supérieurs sont très impressionnés par votre travail. Ils veulent vous aider à passer au niveau supérieur. » J'ai lu le document pendant qu'il parlait. C'était un contrat. L'association médicale américaine m'offrait un financement illimité pour continuer mes recherches. Nouveau laboratoire, équipement de dernière génération, une équipe de scientifiques à ma disposition, tout ce dont un chercheur pourrait rêver. En échange d'une seule chose, les droits exclusifs sur ma technologie. L'homme continuait à parler des merveilles que nous pourrions accomplir ensemble, des hôpitaux qui adopteraient mon traitement, des millions de patients que nous pourrions sauver. Mais quelque chose dans son ton ne collait pas, quelque chose dans la façon dont ses collègues regardaient mes microscopes, mes générateurs, mes notes. Ils ne regardaient pas avec admiration scientifique, ils regardaient avec faim, avec calcul. Avec la froideur de ceux qui évaluent une propriété qui sera bientôt la leur. Je lui ai demandé directement ce qui arriverait à mon traitement une fois que j'aurais signé. Son sourire s'est élargi. « Ça, laissez-nous gérer, docteur. Nous savons comment introduire de nouvelles technologies sur le marché. Vous n'y avez qu'à à continuer à chercher. Nous nous occupons du reste. » J'aurais insisté. Quand serait-il disponible pour les patients? À quel prix? Qui y aurait accès?
Ses réponses étaient évasives, de belles phrases qui ne disaient rien, un langage d'entreprise conçu pour paraître prometteur tout en cachant la vérité. Alors j'ai compris ce qui se passait. Il ne voulait pas étendre mon traitement, il voulait le contrôler. Il voulait décider qui guérit et qui ne guérit pas. Il voulait mettre un prix que seuls les riches pourraient payer. Ou pire encore, il voulait l'enterrer dans un tiroir pour qu'il ne menace jamais les milliards gagnés par l'industrie avec les traitements conventionnels. Je lui ai rendu le contrat sans signer. Je lui ai dit que je ne lui s'étais pas intéressé, que mon travail n'y était pas à vendre, que j'avais dédié ma vie à créer quelque chose qui appartenait à l'humanité, pas à une corporation. Le sourire a disparu de son visage. Ses yeux se sont durcis. Il s'est penché vers moi et il a parlé d'un ton qui ne prétendait plus être aimable. « Dr. Reif, je crois que vous ne comprenez pas votre situation. Ce n'est pas une négociation, c'est une courtoisie. Vous pouvez accepter notre aide et devenir le scientifique le plus célèbre de l'histoire, ou vous pouvez la refuser et découvrir ce qui arrive quand quelqu'un se met en travers du chemin du progrès. » Je lui ai demandé s'il me menaçait. Il a ri. « Non, docteur, je vous explique juste comment le monde fonctionne. Vous avez quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Trop d'argent pour le laisser entre les mains d'un idéaliste qui veut le donner. Vous pouvez travailler avec nous ou découvrir ce que ça signifie de travailler contre nous. Le choix est à vous. » Il s'était levé. Il a ramassé le contrat et il a marché vers la porte. Avant de sortir, il s'était retourné et il a dit quelque chose qui sonnait plus comme une sentence que comme un avertissement. « Vous avez 1 semaine pour reconsidérer. Après ça, les choses vont devenir très difficiles pour vous. Très difficiles. » Cette nuit-là, je n'y vais pas dormi. J'ai marché dans mon laboratoire en touchant chaque instrument que j'avais construit de mes propres mains. Le microscope universel qui m'avait pris des années à perfectionner. Les générateurs de fréquences qui avaient rendu la vie à 16 personnes condamnées. Les notes qui contenaient des décennies de travail. Tout ce que j'y étais. Tout ce que j'y avais accompli. Tout était là. Vulnérable. En attente d'une décision. Une décision qui définirait non seulement mon avenir, mais aussi l'avenir de millions de personnes qui pourraient bénéficier de mon travail. J'ai pensé à signer. J'ai pensé à céder. J'ai pensé à quel point ce serait facile d'accepter l'argent, la célébrité, la sécurité. Laisser d'autres prendre les décisions difficiles. Me convaincre que quelque chose vaut mieux que rien. Me dire qu'au moins certains patients recevraient le traitement, même si ce n'était pas tous. Mais alors, j'ai revu les yeux d'Henry Timken, le jour où on lui a dit qu'il était guéri. J'ai revu les larmes de Margaret Anderson quand elle a serré ses enfants en sachant qu'elle les verrait grandir. J'ai revu William Chen envoyant de l'argent à sa famille en Chine avec des mains qui ne tremblaient plus de maladie. Ils n'ont pas guéri pour que je vende leur espoir aux plus offrants. Ils ont guéri parce que la vérité n'a pas de prix. Parce que guérir est un droit, pas un privilège. Parce qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et que si on les achète, elles cessent d'être ce qu'elles sont. La semaine a passé, je ne sais pas signer, je ne vais pas appeler, je ne sais pas reconsidérer. Et alors, la destruction a commencé. Dans le prochain fragment, je te raconterai comment tout ce que j'avais construit a été systématiquement démoli. Comment les hommes qui promettaient de m'aider ont tenu leurs menaces. Et comment j'ai découvert qu'il existe des ennemis plus puissants que n'importe quelle maladie. Avant de te raconter comment ils m'ont détruit, j'ai besoin que tu comprennes ce que j'ai découvert. Parce que si tu connais seulement mon histoire, tu auras de la pitié. Mais si tu connais mon savoir, tu auras du pouvoir. Et le pouvoir, c'est la seule chose qu'ils n'ont pas pu me prendre. Tout a commencé par une question qui m'a obsédé pendant des années. Qu'ont en commun une étoile, une cellule humaine et une pensée? La réponse m'est venue, pas dans un laboratoire, mais une nuit d'insomnie. En regardant le ciel, tout vibre. Absolument tout. Des galaxies les plus lointaines jusqu'à l'atome le plus petit de ton corps. L'univers entier est une symphonie de fréquences. Et la maladie n'est rien d'autre qu'une note fausse dans cette symphonie. Je ne sais pas été le premier à comprendre ça. Nikola Tesla l'était avant moi, avec des mots gravés dans ma mémoire pour toujours. Si tu veux trouver les secrets de l'univers, pense en termes dite énergie, de fréquence et de vibration. Tesla ne parlait pas en métaphore. Il parlait de physique pure, de la réalité fondamentale qui soutient tout ce qui existe. Laisse-moi t'expliquer ce que mes microscopes m'ont révélé. Quand tu observes la matière avec assez de grossissement, tu découvres qu'il n'existe rien de solide. Ce qui paraît solide est en réalité un espace vide, avec des particules qui bougent à des vitesses incroyables. Ta main, qui semble si réelle, si tangible, est 99,9% d'espace vide. Ce qui lui donne une forme, ce qui la fait sembler solide, c'est la vibration de ces particules. C'était une fréquence organisée,
Ce n'est pas de la philosophie orientale, ni du mysticisme. C'est de la physique quantique basique que la science a confirmé des décennies après que je l'ai observé sous mes microscopes. Chaque atome vibre à une fréquence spécifique. Chaque molécule a sa propre signature vibratoire. Chaque cellule de ton corps est un petit instrument de musique, jouant sa note dans l'orchestre de ton existence. Et que se passe-t-il quand un instrument se désaccorde dans un orchestre? Il détruit les harmonies. Il crée une dissonance. Il affecte tous les autres instruments autour de lui. C'est exactement ce qui arrive quand une cellule tombe malade. Sa fréquence change. Elle se désaccorde. Et ce désaccord commence à affecter les cellules voisines jusqu'à ce que le désordre s'étende. Le cancer, la tuberculose, les infections, toutes les maladies que j'ai étudiées avaient quelque chose en commun. Les organismes envahisseurs vibraient à des fréquences différentes de celles des cellules saines. Des fréquences plus basses, des fréquences discordantes. Des fréquences que j'ai pu identifier, mesurer, cataloguer avec une précision absolue. Et voici la révélation qui a tout changé. Si chaque organisme a une fréquence spécifique, alors chaque organisme a aussi une fréquence qui le détruit. C'était le principe de résonance. Le même principe qui permet à un chanteur d'opéra de briser un verre de cristal avec sa voix. Le verre a une fréquence naturelle. Quand le chanteur émet exactement cette fréquence, avec assez d'intensité, le verre ne peut pas résister. Il vibre si violemment qu'il se brise. Et l'extraordinaire, c'est que seul ce verre se brise. Les autres verres sur la table, les assiettes, les fenêtres, tout le reste intact. La fréquence est si précise qu'elle n'affecte que ce qui résonne avec elle, rien de autre. Imagine appliquer ce principe à la médecine. Imagine trouver la fréquence exacte à laquelle vibre un virus du cancer. Imagine émettre cette fréquence vers le corps du patient. Le virus, en recevant sa propre fréquence de résonance, ne peut pas résister. Il se désintègre. Il explose. Il meurt. Mais les cellules saines, qui vibrent à des fréquences complètement différentes, ne ressentent rien. Elles restent intactes, parfaites, vivantes. C'était exactement ce que je ai réussi. C'était pas de la magie. Ce n'était pas un miracle. C'était de la physique appliquée avec précision. C'était comprendre que l'univers obéit à des lois que personne ne peut changer et utiliser ces lois pour guérir au lieu de détruire. Tella Lisa a compris avec l'électricité. Moi, je lui fais compris avec la biologie. Et nous avons tous les deux payé le prix de voir trop loin dans un monde qui préfère une cécité confortable. Il y a autre chose que tu dois comprendre. La fréquence n'est pas seulement une affaire de laboratoire et de machine. Toi-même, tu es fréquence. Chaque pensée émet une vibration. Chaque émotion modifie le champ électromagnétique de ton corps. Chaque mot que tu prononces est une onde qui s'étend dans l'univers et revient transformée. Les anciens le savaient, les mystiques l'ont enseigné. Les chamans le pratiquaient, mais la science moderne a décidé de l'ignorer. Parce qu'elle ne pouvait pas le vendre sous forme de pilule, parce que tel ne pouvait pas le breveter, parce que tel ne pouvait pas le contrôler. Et ce qui ne peut pas être contrôlé doit être nié, ridiculisé, détruit. Mais la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Et la vérité est celle-ci. Tu vis dans un univers de fréquences. Tu es un être de fréquence. Et tu as le pouvoir de changer ta fréquence à tout moment, si tu le décides. Dans le prochain fragment, je t'enseignerai comment ton corps est un instrument de fréquence, comment chaque organe vibre sur sa propre note, et comment la maladie commence bien avant d'apparaître dans un quelconque examen médical. Je veux que tu fasses quelque chose pendant que tu écoutes ça. Pose ta main sur ta poitrine, sens ton cœur battre. Ce battement que tu sens, ce n'est pas seulement un muscle qui pompe du sang, c'était une fréquence, un rythme, une vibration électromagnétique si puissante qu'on peut la mesurer à plusieurs mètres de ton corps. Ton cœur ne fait pas que te maintenir en vie, il transmet de l'information à l'univers à chaque battement. Ce n'était pas de la poésie, c'est une science que la médecine conventionnelle préfère ignorer. Ton cœur génère le champ électromagnétique le plus fort de ton corps, et 60 fois plus puissant que celui de ton cerveau. Ce champ s'étend autour de toi comme une sphère invisible. Il interagit avec tout ce qui t'entoure, avec les personnes, avec les lieux, avec la vie elle-même. Mais le cœur n'y est que le début. Chaque organe de ton corps a sa propre fréquence, sa propre note dans la symphonie de ton existence. Ton foie vibre différemment de tes poumons. Tes reins vibrent différemment de ton estomac. Ton cerveau émet des ondes qui changent selon que tu penses, que tu rêves ou que tu médites. Tu es littéralement un instrument de musique fait de chair et d'os. Sous mes microscopes, j'ai observé quelque chose qui a transformé ma compréhension de la maladie. Les cellules saines vibrent d'une manière ordonnée, harmonieuse, cohérente.
Elles bougent comme des danseurs synchronisés dans une chorégraphie parfaite, mais les cellules malades vibrent d'une manière chaotique, erratique, discordante. Elles ressemblent à des danseurs ivres qui ont oublié les pas et trébuchent sur les autres. La maladie ne commence pas quand une tumeur apparaît ou quand une analyse de sang montre des chiffres anormaux. La maladie commence bien avant, au niveau invisible de la fréquence. Dès abord, la vibration se dérègle, puis la chimie se désorganise. Ensuite, la structure se détériore. Et enfin apparaît le symptôme que la médecine peut détecter. Quand le médecin te dit que tu es malade, le désaccord dure déjà depuis des mois ou des années, en silence. C'est pour ça que les traitements conventionnels échouent si souvent. Ils attaquent le symptôme. Ils ignorent la cause. C'est comme essayer de réparer une radio qui sonne mal en la frappant au lieu de régler la fréquence. Tu peux la frapper 1000 fois, elle sonnera toujours mal. Parce que le problème n'y est pas physique. Il est vibratoire. Mes générateurs de fréquences fonctionnaient au niveau où la maladie se produit réellement. Ils n'y attaquaient pas des tumeurs. Ils restauraient l'harmonie. Ils ne tuaient pas des cellules. Ils rendaient la cohérence. La bonne fréquence rappelait au corps comment vibrer sainement. Et le corps, cet instrument miraculeux qui sait guérir quand on lui en donne l'occasion, faisait le reste. Il y a autre chose que j'ai découvert au cours de mes années de recherche. La fréquence du corps n'est pas statique. Elle change constamment. Elle change avec ce que tu manges. Elle change avec ce que tu respires. Elle change avec ce que tu penses. Elle change avec ce que tu ressens. Chaque décision modifie la vibration de tes cellules. Chaque émotion accorde au désaccord de ton instrument intérieur. Les aliments ont une fréquence. Les fruits et légumes frais vibrent haut. La nourriture ultra transformée vibre si bas qu'elle se lie à peine. Quand tu manges quelque chose de vivant, tu nourris non seulement ton corps physique, mais ton corps vibratoire. Quand tu manges quelque chose de mort, transformé, chimique, tu introduis du désaccord dans ton système. L'esto a une fréquence. L'eau d'une source de montagne vibre d'une manière complètement différente de l'eau stagnante d'une vieille tuyauterie. Masaru Emoto l'a démontré des décennies après ma mort, en photographiant des cristaux d'eau exposés à différents mots et émotions. Les Pearls. Écoute, Lito se souvient. Et ton corps est composé à 70% d'évo. L'éther a une fréquence. L'air d'une forêt est chargé d'ions négatifs qui élèvent ta vibration. L'air d'une ville polluée est chargé d'ions positifs qui l'abaissent. C'est pour ça que tu te sens renouvelé après une marche dans la nature. Ce n'est pas seulement l'exercice, c'est la fréquence de l'environnement qui recalibre ton système. Mais parmi toutes les choses qui affectent ta fréquence, il y en a une qui dépasse toutes les autres. Une que la médecine ignore complètement parce qu'elle ne peut pas la vendre en pharmacie. Tes pensées et tes émotions. Ce que tu penses et ce que tu ressens déterminent à quelle fréquence tu vibres, plus que toute autre chose. Une pensée de peur abaisse ta fréquence instantanément. Un sentiment d'amour l'élève en quelques secondes. Tu n'as pas besoin de me croire. Tu peux le vérifier. Rappelle-toi un moment de ta vie où tu as ressenti une peur intense. Revisse-le dans ta tête. Observe ce qui se passe dans ton corps. Ta respiration accélère. Ta poitrine se contracte. Ton ventre se tend. Ton corps entier répond à la fréquence de la peur, même si le danger n'existe que dans ta mémoire. Maintenant, rappelle-toi un moment d'amour profond, une étreinte, une connexion, un instant de gratitude absolue. Observe ce qui se passe. Ta respiration devient plus profonde, ta poitrine s'ouvre, ton corps se relâche, ta fréquence a changé en quelques secondes, sans rien toucher, sans rien faire, uniquement par le pouvoir de ton esprit. Tu es un être de fréquence, vivant dans un univers de fréquences. Et tu as beaucoup plus de pouvoir sur ta propre vibration qu'on ne t'a jamais enseigné. Dans le prochain fragment, je te parlerai des 2 fréquences les plus puissantes qui existent. La fréquence de la peur qui rend malade et la fréquence de l'amour qui guérit. Et pourquoi le système a besoin de te maintenir en train de vibrer dans la première? Il existe 2 fréquences fondamentales dans l'univers, 2 seulement. Tout le reste n'est qu'une variation de ces 2 notes primordiales. Les une crée, les autres détruit. L'une ouvre, l'autre contracte, l'une guérit, l'autre rend malade. La peur et l'amour. Et la fréquence dans laquelle tu choisis de vivre déterminera non seulement ta santé, mais ton destin entier. Je l'ai observé des milliers de fois sous mes microscopes. Quand j'exposais des cellules à des fréquences harmoniques, cohérentes, élevées, elles répondaient en s'ouvrant. Elles communiquaient mieux avec leurs voisines. Leurs membranes devenaient plus perméables, laissant entrer les nutriments et sortir les toxines. Elles fleurissaient littéralement comme des fleurs qui s'ouvrent au soleil. Mais quand j'exposais ces mêmes cellules à des fréquences discordantes, chaotiques, basses, l'inverse se produisait. Elles se contractaient, elles se fermaient, elles se isolaient de leur environnement.
Leurs membranes durcissaient, piégeant les toxines à l'intérieur et bloquant les nutriments à l'extérieur. Elles se fanaient comme des plantes sans eau. Des années après ma mort, des scientifiques ont confirmé ce que j'avais observé. Ils ont appelé ça la réponse cellulaire au stress. Quand le corps perçoit une menace, les cellules passent en mode protection. Elles cessent de grandir, elles cessent de se réparer. Elles cessent de communiquer. Toute l'énergie est détournée vers la survie immédiate. C'est une réponse brillante quand le danger est réel et passager. Un lion te poursuit. Tes cellules se contractent, tu survis. Le lion s'en va. Tes cellules se relâchent et reviennent à la normale. Le problème, c'est que le corps ne distingue pas un lion réel d'un lion imaginaire. Il ne distingue pas un danger physique d'une pensée terrifiante. Pour tes cellules, la peur, c'en est la peur. Peu importe d'où où elle vient. Et si tu vis dans une peur constante, si ton esprit fabrique des pensées de menaces heure après heure, jour après jour, tes cellules restent en mode protection en permanence. Elles ne se relâchent jamais. Elles ne se réparent jamais. Elles ne guérissent jamais. Tu comprends ce que ça signifie ? Ça signifie que la peur chronique n'est pas seulement une émotion désagréable. C'est une fréquence qui rend ton corps malade, littéralement, au niveau cellulaire. Chaque pensée de inquiétude, chaque info terrifiante que tu consommes, chaque conversation sur tout ce qui pourrait mal tourner. Chacun de ces moments envoie un ordre à tes cellules. Contracte-toi, protège-toi. Pas de temps pour guérir. L'essamour fonctionne exactement à l'inverse. Quand tu ressens de l'essamour, de la gratitude, de la paix, de la joie, ton corps entre dans ce que les scientifiques appellent la réponse de croissance. Tes cellules s'ouvrent, elles s'étendent, elles se réparent. Ton système immunitaire se renforce, ta digestion s'y améliore, ton sommeil s'est approfondi. Tout fonctionne mieux parce que la fréquence de l'amour dit à ton corps qu'il est en sécurité. Et un corps qui se sent en sécurité est un corps qui peut consacrer de l'énergie à guérir. Je l'ai vu dans mon laboratoire de manière qui à l'époque semblait impossible. Les patients qui arrivaient terrorisés, convaincus qu'ils allaient mourir, répondaient plus lentement au traitement. Les patients qui arrivaient avec de l'espoir, avec de la foi, avec une paix intérieure, répondaient plus vite. Ce n'était pas un hasard. C'était la fréquence. La peur bloquait ce que la machine essayait de faire. Les amours les a amplifiés. Henry Timken, le premier patient guéri complètement, m'a avoué quelque chose des semaines après sa sortie. Il m'a dit que le jour où il était entré dans mon laboratoire, il avait décidé quelque chose. Il avait décidé que Phil allait vivre. Il ne l'espérait pas. Il ne le souhaitait pas. Il avait décidé. Depuis ce jour, chaque matin en se réveillant, il répétait dans sa tête une seule phrase. Mon corps sait guérir. Et chaque soir, avant de dormir, il visualisait ses cellules détruisant la tumeur. Je ne sais pas si c'était votre décision ou votre machine, m'a-t-il dit, mais je crois que c'était les deux ensemble. Il avait raison. La machine émettait la fréquence qui détruisait le virus, mais son esprit émettait la fréquence qui permettait à son corps de recevoir la guérison. Sans la seconde, la première aurait été moins efficace, peut-être inutile. C'est pour ça que ça me rend triste de voir comment la plupart des gens vivent aujourd'hui. Ils se réveillent avec des nouvelles de catastrophes. Ils passent la journée à s'inquiéter d'argent, de travail, de problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. Ils consomment un divertissement conçu pour générer de l'anxiété et capturer l'attention. Ils s'endorment avec la télévision allumée, transmettant encore plus de peur directement au subconscient. Ils vivent dans la fréquence de la peur, sans savoir que cette fréquence les tue lentement, sans savoir que chaque pensée de terreur est un ordre à leurs cellules d'arrêter de se réparer, sans savoir qu'ils ont le pouvoir de changer de fréquence à tout moment, simplement en changeant ce qu'ils pensent et ressentent. Je n'avais pas de pilule à prescrire, pas de chirurgie à vendre. J'avais une vérité simple, que chacun peut appliquer sans dépenser un centime. La peur rend malade, l'estamour guérit. La fréquence dans laquelle tu vis détermine la santé de ton corps. Et toi, tu es le seul à pouvoir choisir dans quelle fréquence tu vibres. Personne tes autres ne peut le faire à ta place. Aucun médecin, aucune machine, aucun gouvernement. Toi seul. Et c'est la vérité la plus libératrice et la plus terrifiante qui existe. Libératrice parce qu'elle signifie que tu as du pouvoir. Terrifiante parce qu'elle signifie que tu as une responsabilité. Dans le prochain fragment, je te révélerai pourquoi cette vérité est si dangereuse pour ceux qui contrôlent le monde. Pourquoi ils ont besoin de te maintenir effrayé. Et pourquoi tout un système dépend du fait que tu ne découvres jamais le pouvoir que tu as sur ta propre santé. Ce que je vais te dire maintenant m'a coûté tout. Ma réputation, mon laboratoire, mon héritage, presque ma vie. Mais si je ne le dis pas, ma souffrance n'aura servi à rien. Alors écoute attentivement. Parce que voici la vérité que personne ne veut que tu comprennes.
Le système ne veut pas que tu guérisses. Il ne peut pas se le permettre. Il y a trop d'argent en jeu, trop de pouvoir construit sur ta maladie, trop d'industries qui s'effondreraient le jour où les gens découvriraient qu'ils ont le pouvoir de se guérir eux-mêmes. Quand j'ai refusé l'offre de l'association médicale américaine, je ne refusais pas de l'argent. Je refusais de participer à un système conçu pour garder les gens malades et dépendants. Un système qui ne gagne pas d'argent quand tu guéris. Il gagne de l'argent pendant que tu es malade. Plus tu restes malade longtemps, plus ça rapporte. La guérison est l'ennemi du business. Réfléchis un instant. Si demain toutes les maladies chroniques disparaissaient, que se passerait-il? L'industrie pharmaceutique perdrait des milliers de milliards de dollars. Les hôpitaux fermeraient des étages entiers. Les assurances médicales feraient faillite. Les fabricants d'équipements médicaux disparaîtraient. Des millions d'emplois s'y évaporeraient. Des économies entières s'y effondreraient. Je ne parle pas d'une conspiration d'hommes malveillants réunis dans une pièce sombre. C'était pire. C'est un système qui fonctionne automatiquement, sans que personne n'ait besoin de le diriger. Chaque partie du système a des incitations à maintenir les choses telles qu'elles sont. Le médecin gagne plus s'il te voit plus souvent. L'hôpital gagne plus s'il te garde plus longtemps. La pharmaceutique gagne plus si tu prends plus de pilules. Personne n'a besoin de planifier quoi que ce soit. Le système se perpétue tout seul, parce que chaque pièce fait ce qui l'arrange. Quand est-ce qu'un médecin t'a demandé pour la dernière fois ce que tu manges, ce que tu penses, ce que tu ressens, combien tu dors, comment tu gères le stress? Probablement jamais. Parce que ces questions ne génèrent pas d'ordonnances. Et les ordonnances, c'était le moteur du système. Un patient qui change son alimentation n'a pas besoin de pilules. Un patient qui apprend à gérer ses émotions n'a pas besoin d'anxiolytiques. Un patient qui dort bien n'a pas besoin de stimulants. Et un patient qui n'a besoin de rien ne génère pas de bénéfices. La médecine moderne n'est pas conçue pour trouver la cause de ta maladie. Elle est conçue pour gérer tes symptômes indéfiniment. Tu as mal à la tête, prends ça. Tu as des brûlures, prends ça. Tu n'arrives pas à dormir, voici une autre pilule. Personne ne demande pourquoi tu as mal à la tête. Pourquoi tu as des brûlures? Pourquoi tu ne dors pas? Parce que si tu trouvais la cause et que tu l'éliminais, tu arrêterais d'avoir besoin des pilules. Et ça, ce n'était pas rentable. Moi, j'ai découvert quelque chose qui menaçait tout ce système. Une manière d'éliminer la maladie à la racine, sans médicaments coûteux, sans chirurgie invasive, sans effets secondaires qui exigent plus de médicaments. Une machine qui coûtait une fraction de ce que coûte un traitement conventionnel du cancer. Un traitement qui fonctionnait en semaines, pas en années. Une vraie guérison, pas une gestion chronique. Tu comprends maintenant pourquoi ils ont dû me détruire? Mais la maladie n'est pas seulement du business, c'est du contrôle. Une population malade est une population faible. Une population faible est une population obéissante. Les gens qui se sentent mal n'ont pas l'énergie de questionner. Ils ne font pas la force de se rebeller. Ils n'ont pas la clarté pour voir comment on les manipule. Ils veulent juste se sentir mieux. Et ils feront n'importe quoi, paieront n'importe quoi, croiront n'importe quoi, pour soulager leur souffrance. C'est pour ça que le système ne te vend pas seulement des médicaments, il te vend la peur. Les informations te bombardent de menaces constantes, nouvelles maladies, nouvelles épidémies, nouveaux dangers qui exigent de nouveaux vaccins, de nouveaux traitements, de nouvelles dépendances. La peur te maintient malade et la maladie te maintient contrôlable. Il y a autre chose que tu dois comprendre. Le système ne rend pas seulement ton corps malade, il rend ton esprit malade. Il te convainc que tu es fragile, que sans expert tu ne peux pas survivre, que ton corps est défectueux et a besoin d'intervention constante, que la santé est quelque chose qui s'achète, pas quelque chose qui se cultive. Il te vole le pouvoir sur ta propre vie et il te le revend sous forme de consultation, d'examen et d'ordonnance. Mais la vérité est exactement l'inverse. Ton corps est une machine de guérison extraordinaire. Il a évolué pendant des millions d'années pour survivre, s'adapter, se réparer. Il sait exactement comment guérir, si tu lui donnes les bonnes conditions. Il n'y a pas besoin qu'on le sauve. Il a besoin que son arrête de le s'empoisonner avec de la nourriture ultra transformée, avec de le faire polluer, avec des pensées toxiques, avec une peur constante. La guérison la plus puissante qui existe n'est dans aucune pharmacie. Elle est en toi, dans tes décisions quotidiennes, dans ce que tu manges, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu crois, dans la fréquence que tu choisis d'y habiter. Et c'est précisément ce que le système ne peut pas te laisser découvrir. Parce que le jour où tu le découvres, tu es libre.
Et un être humain libre est la chose la plus dangereuse qui existe pour ceux qui vivent de ton esclavage. Dans le prochain fragment, je t'enseignerai ce que j'ai appris pour élever ta fréquence. Des pratiques simples qui peuvent transformer ta santé sans dépenser un centime. Le savoir que le système ne veut pas que tu aies. Tout ce que je t'ai raconté jusqu'ici ne sert à rien si tu ne sais pas quoi en faire. Le savoir sans action n'est que du divertissement. Et je n'ai pas survécu à des décennies de persécution pour te divertir. J'ai survécu pour te donner des outils utilisables aujourd'hui. Des outils qui ne coûtent pas d'argent, qui ne demandent la permission d'aucun médecin, que personne ne peut te retirer parce qu'ils vivent en toi. Ce que je vais t'enseigner, je ne l'ai pas appris seulement dans mon laboratoire. Je l'ai appris en observant les patients qui guérissaient le plus vite, en étudiant ce qu'ils avaient en commun, ce qu'ils faisaient différemment, pourquoi certains répondaient en semaine et d'autres en mois. La machine était la même, la fréquence était la même. La différence, c'était eux. La première chose que j'ai remarquée, c'était la respiration. Les patients qui guérissaient vite respiraient profondément, pas superficiellement comme la plupart des gens. Ils respiraient en remplissant les abdomens, en élargissant les côtes, en utilisant toute la capacité des poumons. Quand je leur demandais s'ils le faisaient consciemment, la plupart disaient non. C'était une habitude cultivée sans savoir qu'elle les sauvait. La respiration est la manière la plus directe de changer ta fréquence instantanément. Quand tu respires superficiellement, tu actives le système nerveux sympathique, le système de la peur, le système qui contracte tes cellules et les met en mode survie. Mais quand tu respires profondément et lentement, tu actives le système parasympathique, le système de guérison, celui qui dit à ton corps « tu es en sécurité, tu peux réparer ». Fais-le maintenant. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens en comptant jusqu'à 4. Expire en comptant jusqu'à 6. Fais-le 3 fois. Observe ce qui se passe dans ton corps. Cette petite pratique, faite consciemment plusieurs fois par jour, peut transformer ton état en quelques semaines. Ça ne coûte rien. Pas d'ordonnance. Juste le souvenir de le faire. La deuxième chose, c'était l'uto. Les patients qui guérissaient vite buvaient de l'eau constamment. De l'eau pure. Pas des sodas. Pas trop de café. Pas des boissons industrielles pleines de produits chimiques. De l'SIO simple, propre. Ton corps est 70% eau. Tes cellules baignent dans l'eau. Quand tu es déshydraté, tout fonctionne moins bien. Ta fréquence baisse parce que le milieu dans lequel vibrent tes cellules devient épais, sale, stagnant. Mais toutes les eaux ne sont pas égales. L'eau du robinet, dans la plupart des villes, est pleine de chlore, de fluor et de résidus chimiques qui abaissent ta fréquence. Si tu peux, filtre ton eau. Laisse-la au soleil quelques heures avant de la boire. L'eau absorbe l'énergie du soleil et la transmet au corps. L'eau structurée par la lumière a des propriétés différentes de l'eau stagnante, dans des tuyaux sombres pendant des semaines. La troisième chose, c'était le mouvement. Les patients qui guérissaient ne restaient pas couchés toute la journée à attendre la mort. Ils bougeaient, ils marchaient, même un peu. Ils étiraient leur corps, ils faisaient circuler leur énergie. Le mouvement n'est pas seulement de l'exercice physique, c'est une circulation de fréquence. Quand tu restes immobile trop longtemps, ton énergie stagne. Elle s'y accumule là où elle ne devrait pas. Elle se bloque. Le mouvement la redistribue, la libère, la renouvelle. Tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport ni de courir un marathon. Marche 15 minutes au soleil chaque matin, étire ton corps au réveil. Danse, même seul dans ta chambre. Bouge d'une manière qui te fait du bien. Ton corps est fait pour bouger. Chaque jour sans mouvement est un jour où ta fréquence stagne un peu plus. La quatrième chose, c'était le silence. Les patients qui guérissaient cherchaient des moments de calme. Ils n'étaient pas constamment entourés de bruit, d'infos, de conversations, de distractions. Ils se permettaient le silence. Et dans ce silence, quelque chose guérissait qui ne pouvait pas guérir dans le bruit constant. Le silence n'est pas l'absence de son, c'était la présence de paix. Quand tu fais taire le bruit extérieur, tu peux entendre le bruit intérieur, les pensées répétitives qui te drainent, les soucis constants qui abaissent ta fréquence. En les observant dans le silence, ils perdent du pouvoir, ils se dissolvent, et dans l'espace qu'ils laissent, quelque chose de nouveau peut naître. La cinquième chose, c'était la gratitude. Les patients qui exprimaient de la gratitude guérissaient plus vite que ceux qui se plaignaient constamment. Pas parce que la gratitude était magique, parce que la gratitude est une fréquence, une des plus élevées qui existent. Quand tu remercies sincèrement, ton corps vibre à une fréquence incompatible avec la maladie. Chaque soir avant de dormir, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'y être grandes. Le soleil qui s'est levé, le sto que tu as bu, les terres que tu as respirées, la personne qui t'y a souri. La gratitude ne change pas ton passé,
Elles changent ta fréquence présente, et ta fréquence présente détermine ton futur. Respiration profonde, eau pure, mouvement quotidien, silence régulier, gratitude constante. 5 pratiques simples, gratuites, que personne ne peut t'interdire, que aucune industrie ne peut contrôler, qui élève ta fréquence et réveille le guérisseur qui a toujours vécu en toi. Je ne te demande pas d'y abandonner la médecine, je te demande de te rappeler que toi, tu es la médecine, que ton corps est le laboratoire le plus sophistiqué qui existe, et que tu as beaucoup plus de pouvoir qu'on ne t'a jamais appris. Dans le prochain fragment, je te raconterai ce qui s'est passé quand le système a décidé de détruire tout ce que j'avais construit, le jour le plus sombre de ma vie, et comment, même dans l'obscurité la plus profonde, la vérité a trouvé un moyen de survivre. Il y a des jours qui divisent ta vie en deux, un avant et un après. Le 11 mars 1939 fut ce jour-là pour moi. Je me souviens de chaque détail comme si c'était maintenant. L'odeur du café que j'avais préparé ce matin-là, la lumière du soleil entrant par les fenêtres du laboratoire, le chant des oiseaux dehors, tout semblait normal. Je ne savais pas que dans quelques heures mon monde entier serait réduit en cendres. Ils sont arrivés à midi. Ils ne sont pas frappés. Ils ont défoncé la porte. 6 hommes en costume sombre sont entrés comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Ils avaient une ordonnance judiciaire qu'ils m'ont à peine laissé lire. Ça parlait d'équipements non autorisés et de pratiques médicales illégales. Des mensonges emballés dans un langage légal. Des excuses fabriquées pour justifier ce qu'ils avaient déjà décidé de faire. Ils ne me sont pas permis de s'appeler mon avocat. Ils ne m'ont pas permis de contacter qui que ce soit. Ils m'ont juste ordonné de m'asseoir dans un coin et de regarder pendant qu'ils détruisent le travail de toute ma vie. Ils ont commencé par les microscopes. Mes microscopes. Les instruments qui m'avaient pris des décennies à perfectionner. Les seuls au monde capables d'observer des virus vivants sans les détruire. Ils les ont pris comme de la poubelle et les ont écrasés contre le sol. Le bruit du verre qui se brise me réveille encore certaines nuits. Ensuite, ils ont pris les générateurs de fréquences, les machines qui avaient guéri 16 personnes d'un cancer terminal, les machines qui représentaient l'espoir de millions. Ils les ont démontés pièce par pièce. Ce qu'ils ne pouvaient pas démonter, ils l'ont frappé au marteau jusqu'à ce que ça cesse de fonctionner. Après, ils ont pris les documents, des décennies de recherche, des milliers de pages de notes, des photos de virus que personne d'autre n'avait vues, des registres de patients, des protocoles de traitement. Ils ont tout mis dans des caisses et l'ont emporté. Je ne sais jamais revu ces documents. Ils ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais ce qui m'a fait le plus mal, ce sont les cultures. Dans mon laboratoire, j'avais des échantillons de virus isolés que j'avais mis des années à identifier. Chacun étiqueté avec la fréquence exacte qui le détruisait. C'était la carte complète pour guérir des dizaines de maladies. Ils les ont versés dans l'évier, comme si c'était de l'eau sale. Quand ils ont fini, le chef du groupe s'est approché de moi. Il avait le même sourire vide que l'homme qui m'avait offert le contrat des années plus tôt. On vous avait prévenu, Dr. Riff. On vous avait dit que ça deviendrait difficile. Maintenant, peut-être, vous comprenez que on parlait sérieusement. Ils me sont laissés seul au milieu des décombres, du verre brisé partout, des câbles arrachés, pendant au mur. Je me suis assis parmi les restes de mes microscopes, et pour la première fois de ma vie adulte, j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. Je ne pleurais pas pour les équipements. Les équipements pouvaient être reconstruits. Je pleurais pour les patients qui ne recevraient jamais le traitement, pour les mères qui mouraient en laissant des enfants orphelins, pour les pères qui ne verraient pas leurs filles grandir, pour toutes les personnes qui auraient pu être sauvées et qui allaient mourir parce que quelqu'un avait décidé que leur vie valait moins que les profits d'une industrie. Les jours suivants furent pires. Les journaux qui m'avaient appelé génie m'appelaient maintenant charlatan. Des médecins qui avaient vu les guérisons niaient les avoir vues. Des collègues qui avaient trinqué à mes succès disaient maintenant qu'ils avaient toujours douté de mes méthodes. Le docteur Milbank Johnson, mon plus grand allié, est mort dans des circonstances suspectes quelques semaines plus tard. Officiellement, un arrêt cardiaque. Mais je savais qu'il était parfaitement sain et je savais qu'il était sur le point de publier un rapport complet sur nos résultats. Ce rapport n'est jamais apparu. Un par un, tous ceux qui m'avaient soutenu ont été réduits au silence. Certains sont morts. D'autres ont été menacés jusqu'à se rétracter. Des autres ont simplement disparu. Je suis resté complètement seul. J'ai passé les années suivantes à tenter de reconstruire ce que j'avais perdu. Mais à chaque fois que j'avançais, de nouveaux obstacles apparaissaient. Des procès, des problèmes de licence, des fournisseurs qui refusaient de me vendre des matériaux. Le système avait décidé que Royal Raymond Rife ne menacerait plus jamais ses intérêts. J'eussais fini mes jours dans la pauvreté, seul, oublié,
L'homme qui avait guéri le cancer est mort sans que personne ne s'en souvienne. Ou, c'était ce qu'ils croyaient. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu détruire, même en essayant. La vérité. La vérité n'a pas besoin de laboratoire ni de documents. Elle vit dans les esprits qui la reçoivent. Et elle trouve toujours un moyen de survivre. Dans le prochain fragment, je te raconterai ce qui a survécu. Les graines que j'ai plantées, que le système n'a pas pu trouver. Et pourquoi, des décennies après ma mort, mon travail est encore vivant. Ils ont détruit mes microscopes. Ils ont détruit mes générateurs. Ils ont détruit mes documents. Ils ont détruit ma réputation. Ils ont détruit ma vie telle que je la connaissais. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu détruire, parce qu'ils ne savaient pas où le chercher. La vérité que j'avais plantée dans des esprits qu'ils n'ont jamais soupçonnés. Je savais qu'ils y viendraient. Dès le moment où j'ai refusé leur offre, j'ai su que ce n'était qu'une question de temps. Alors, dans les mois qui ont précédé la destruction, j'ai fait quelque chose que je n'ai raconté à personne. Je sais tout copier, chaque schéma, chaque fréquence, chaque protocole, et je l'ai distribué en secret à des personnes dont je savais qu'elles garderaient ce savoir jusqu'à ce que le monde soit prêt. Un ingénieur dans l'Ohio qui avait travaillé avec moi sur les premiers prototypes, un médecin au Canada qui avait vu les guérisons, un physicien en Europe qui comprenait la science des fréquences, une infirmière qui avait soigné les 16 patients. Aucun ne connaissait les autres. Aucun ne savait que les autres existaient, pour la sécurité, pour que s'ils en attrapaient un, les autres restent libres. Je leur ai donné des instructions claires. Ne publiez rien tant que je suis vivant. Ne contactez personne lié à moi. Gardez seulement le savoir. Attendez, le moment viendra où ils ne pourront plus le faire taire. Pendant des décennies, ces graines sont restées dormantes, dans des caves, dans des coffres, dans des endroits que le système n'a jamais pensé à vérifier. Pendant que je mourais oublié dans un hôpital de San Diego, la vérité attendait patiemment dans l'ombre. Et puis quelque chose est arrivé qui a tout changé. Internet, un réseau qui connectait les esprits du monde entier sans qu'aucun gouvernement puisse le contrôler complètement. D'un coup, l'information pouvait circuler librement. Les idées pouvaient se propager sans permission. Et les secrets restés cachés ont commencé à remonter à la surface. Les enfants et les petits-enfants de ces gardiens ont commencé à partager ce qu'on leur avait confié. Des documents scannés sont apparus sur des sites obscurs. Des schémas de fréquences ont circulé sur des forums de médecine alternative. Mon nom, effacé des livres d'histoire, a recommencé à être prononcé dans des cercles que le système ne pouvait pas atteindre. Des ingénieurs curieux ont reconstruit mes générateurs à partir des spécifications survivantes. Des chercheurs indépendants ont reproduit mes expériences. Des médecins courageux ont commencé à explorer la thérapie par fréquence avec leurs patients. Ce que le système avait tenté d'enterrer ressuscitait dans des milliers d'endroits simultanément. Ils n'ont pas pu détruire la vérité, parce que la vérité ne vit pas dans les objets. Elle vit dans la conscience humaine. Tu peux brûler tous les livres, mais tu ne peux pas brûler ce qui a déjà été lu. Tu peux détruire toutes les machines, mais tu ne peux pas détruire la connaissance de comment les construire. Tu peux faire taire un homme, mais tu ne peux pas faire taire une idée dont le temps est venu. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ça, il y a des personnes partout dans le monde qui expérimentent avec des fréquences de guérison. Il y a des cliniques qui proposent des traitements basés sur mes découvertes. Il y a des scientifiques qui publient des études confirmant ce que j'ai démontré il y a presque un siècle. La graine que j'ai plantée a grandi jusqu'à devenir un arbre qu'on ne peut plus abattre. Mais il y a quelque chose de plus important que les machines. Quelque chose que le système ne pourra jamais contrôler. Les idées fondamentales que mon travail a révélées. Que ton corps est fréquence. Que la maladie est désaccord. Que tu as le pouvoir de guérir en élevant ta vibration. Cette idée n'a pas besoin de machine. Elle vit en toi dès le instant où tu le tends. Chaque fois que quelqu'un choisit l'amour plutôt que la peur, il applique ma découverte. Chaque fois que quelqu'un respire profondément pour se calmer, il change sa fréquence. Chaque fois que quelqu'un refuse la haine et choisit la gratitude, il se guérit sans technologie. Voilà ce qu'ils ne sont pas pu détruire. Ils contrôlaient les journaux, mais ils ne contrôlent pas ton esprit. Ils contrôlaient les universités, mais ils ne contrôlent pas ton intuition. Ils contrôlaient les hôpitaux, mais ils ne contrôlent pas ta capacité à guérir. Le pouvoir a toujours été en toi. Moi, je ne faisais que te le rappeler. Ils ont brûlé mes laboratoires, mais ils n'ont pas pu brûler cette vérité. Ils l'ont réduite au silence pendant des décennies. Mais la voilà, en train de te parler maintenant. Ils m'ont détruit, moi, mais ils n'ont pas pu détruire ce que j'ai découvert. Parce que les vérités les plus importantes ne peuvent pas mourir. Elles attendent seulement jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à les entendre. Et toi, tu écoutes, ce qui signifie que tu es prêt. Ce qui signifie que la graine que j'ai plantée il y a presque un siècle a enfin trouvé une terre fertile en toi. Dans le dernier fragment,
je te laisserai mon message final. Les mots que j'aurais voulu te dire si je pouvais m'asseoir face à toi. Si tu pouvais me voir maintenant, tu verrais un vieil homme assis dans une pièce vide, sans microscope, sans générateur, sans les titres et honneurs qu'on m'avait promis autrefois. Juste moi, mes souvenirs, et ces mots que je te laisse comme dernier héritage. Parce qu'à la fin de la vie, la seule chose que nous possédons vraiment, c'est ce que nous donnons. J'osais beaucoup penser à ce que je devais te dire, quels mots seraient assez importants pour être les derniers. Et après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai perdu, après tout ce que j'ai appris, voici ce que j'ai besoin que tu saches. Je ne suis pas venu dans ce monde pour guérir le cancer. Je suis venu pour te rappeler quelque chose que tu savais déjà, mais que tu avais oublié. Tu es bien plus puissant qu'eux. Son ne te le s'a dit. Ton corps est un miracle d'ingénierie divine, capable de se guérir lui-même. La maladie ne mue pas ton destin. C'est un signal. Quelque chose en toi a besoin d'attention, d'amour, d'une fréquence différente. Le système t'a appris à avoir peur de ton propre corps. Il t'a convaincu que tu es fragile, défectueux, dépendant, que sans ces pilules, ces chirurgies, ces interventions constantes, tu es perdu. C'est le plus grand mensonge qu'on t'ait raconté. Et j'avais besoin que tu le vois pour ce qu'il est. Un mensonge conçu pour te maintenir petit, effrayé, contrôlable. La vérité est exactement l'inverse. Ton corps veut être en bonne santé. Chaque cellule de ton corps est programmée pour la vie, pas pour la mort. Pour la santé, pas pour la maladie. Pour les harmonies, pas pour le chaos. Quand tu tombes malade, ce n'est pas parce que ton corps t'a trahi. C'est parce que quelque chose a interféré avec sa sagesse naturelle. Des toxines, du stress, de la peur, des fréquences basses que tu as absorbées sans t'en rendre compte. Retire ces interférences et le corps guérit seul. Pas parce que c'est magique, parce que c'est sa nature. Comme l'eau coule vers le bas et le feu monte, ton corps coule vers la santé quand tu enlèves les obstacles. J'ai construit des machines qui aidaient à enlever ces obstacles. Des fréquences qui détruisaient ce qui n'avait pas sa place et permettaient au corps de se rappeler comment être sain. Mais les machines ne sont jamais été l'essentiel. L'essentiel, c'était toi. Ta capacité à élever ta propre fréquence. Ton pouvoir de choisir des pensées qui guérissent au lieu de pensées qui rendent malade. Ta liberté de vivre dans l'amour plutôt que dans la peur. Ensuite, il y a une chose que je vous ai apprise, c'était celle-ci. La fréquence la plus puissante de l'univers ne sort d'aucune machine. Elle sort du cœur humain quand il choisit d'aimer, quand il choisit de pardonner, quand il choisit de faire confiance à la vie, malgré tout ce que la vie lui a pris. Cette fréquence peut guérir ce qu'aucune technologie n'atteint, transformer ce que aucune médecine ne touche, créer des miracles là où la science ne voit que des impossibles. Ils me ont tout pris. Mes instruments, mon travail, mon nom, ma place dans l'histoire, mais ils n'ont pas pu me prendre ce que j'ai découvert. Ils n'ont pas pu me prendre la certitude que la guérison est possible. Ils n'ont pas pu me prendre la foi dans le pouvoir de l'être humain de transformer sa propre réalité. Et maintenant je te transmets cette certitude, pas comme une croyance aveugle, comme une invitation à expérimenter. Teste ce que je t'y ai enseigné. Respire profondément et observe comment ton état change. Choisis la gratitude et sens ton énergie s'élever. Refuse la peur et remarque comment ton corps se relâche. Ne me crois pas, vérifie-le. Parce que la vérité n'a pas besoin de défenseurs, elle a besoin de témoins. Et toi, tu peux devenir témoin de ta propre transformation si tu décides de l'être. Je ne sais pas ce qui arrivera après la fin de ces mots. Je ne sais pas si le monde reconnaîtra un jour ce que j'ai découvert. Je ne sais pas si les machines de fréquence remplaceront un jour les traitements toxiques qui dominent la médecine. Mais je sais une chose, la vérité ne peut pas mourir, elle peut être poursuivie, réduite au silence, enterrée. Mais elle revient toujours, elle trouve toujours son chemin vers les esprits prêts à la recevoir. Toi, tu es prêt. Je le sais parce que tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté des mots que le système préférerait que tu n'entendes jamais. Tu as reçu un savoir que des hommes puissants ont tenté de détruire. Ce n'était pas un hasard, c'était la fréquence. Ta fréquence a attiré cette information et maintenant que tu l'as, tu es responsable de ce que tu en feras. Mon dernier souhait n'est pas que tu te souviennes de moi, c'était que tu te souviennes de toi, que tu te rappelles le pouvoir que tu portes, que tu te rappelles que tu es fréquence, que tu es énergie, que tu es capable de guérir ce que tu croyais incurable, que tu te rappelles qu'aucun système aussi puissant soit-il ne peut contrôler un être humain qui s'est réveillé à sa vraie nature. Ils ont brûlé mes laboratoires, mais ils n'ont pas pu brûler l'étincelle qui vit maintenant en toi. Je m'y appelle Royal Raymond Rife. C'était mon histoire, mais ce qui compte maintenant, c'était la tienne. Vis à haute fréquence, choisis les amours, guérisse. Et quand quelqu'un te demandera comment tu as fait,
parle lui d'un homme qui a vu ce que personne ne pouvait voir et qui n'a jamais cessé de croire au pouvoir de l'être humain de transformer sa propre réalité.